recevoir la dernière présentation de la soirée. Donc, on reçoit la présentation d'Anaïs Vivet, intitulée « Chaos par les... » Ouh! Tout va bien? J'ai perdu la petite bibliographie d'Anaïs, pardon. Donc, la présentation intitulée « Chaos par des sumos, la lutte contre le cancer du sein ». Pour la présenter rapidement, Anaïs est étudiante au doctorat en biologie moléculaire à l'IRIC. D'origine franco-britannique, elle est une grande fan de sciences biologiques et d'art créatif. Que ce soit par le perlage ou le crochet, elle file vers ses objectifs et Bishop-Brand lui permet de s'initier à la vulgarisation scientifique. Donc, on accueille Anaïs. Allez, je bouger ça. Voilà. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici ce soir. Merci à tous d'être venus. Je suis ravie de vous présenter mon projet de recherche au sein du laboratoire du Dr Sylvie Madère en tant qu'étudiante au PhD, qui s'intitule, comme l'a bien dit Mélisa, Chaos par des sumos, une lutte contre le cancer du sein, parce que comme nous l'a décrit Anne-Sophie, il y a plusieurs types de cancer du sein. Et donc, comme vous le voyez ici, j'ai voulu... Encore plus grand. Je crois qu'on a remarqué que j'étais grande, c'est bon. Donc, j'ai voulu faire un petit jeu de mots que vous comprendrez un petit peu plus par la suite, mais évidemment, je vous inclus un petit peu des sumos dans les laboratoires, parce qu'évidemment, il fallait bien mélanger les deux mondes. Et j'ai pas trouvé d'image sur Google Images, donc j'ai dû les synthétiser par l'intelligence artificielle, ce qui donne des trucs assez sympas. Mais finalement, vous allez comprendre par la suite, ici, sumo, ça tient pas pour sumotori, donc les combattants sumo, mais finalement, la protéine, c'est bon, ça marche. La protéine sumo, que je vais vous décrire un petit peu, qui est un peu l'intérêt de la présentation. Donc, pour vous donner un petit peu de contexte à notre domaine d'études, notre laboratoire étudie pas mal le cancer du sein ER positif. Comme l'a dit Anne-Sophie, c'est une maladie qui est très fréquemment diagnostiquée, de telle sorte qu'une femme sur 8 en développe un au cours de sa vie. Ça, c'est des données qui viennent du Canada. Et dans la plupart de ces cancers-là, il y a une protéine qui va souvent mener le développement du cancer, qui est le récepteur des oestrogènes qu'on voit ici, ER, qui est exprimé ou surexprimé de l'ordre de 70%. Et cette protéine, elle va mener le développement du cancer lors de la présence de sa molécule naturelle, donc de son ligand, de son hormone qui sont les oestrogènes, dont j'ai représenté un exemple ici, l'œstradiol. Cette maladie, le cancer du sein, est très bien géré, ER positif en tout cas, est très bien géré par le corps médical et le corps de recherche, notamment par l'utilisation de traitements qui visent à dégrader l'activité de ce récepteur, qui sont le tamoxifène et le fulvestrant, comme on peut le voir ici. Sachant que ces deux molécules visent le récepteur des oestrogènes, ils vont pouvoir être utilisés l'un à la suite de l'autre, dans le cas par exemple de rechute de traitement ou de résistance au traitement, préférentiellement le tamoxifène en premier et ensuite le fulvestrant. Pour vous détailler un petit peu plus ces mécanismes-là, les deux molécules vont réutiliser la fonctionnalité du récepteur en allant jouer sur la liaison de la molécule sur la protéine, donc E2 ici. Et le tamoxifène, lui, ne va pas activer donc, la signalisation de cette protéine, mais va plutôt monopoliser le récepteur et l'activer sans l'activer dans certains tissus, ici le sein qui est le tissu d'intérêt, mais pas tous. Donc il peut produire des effets néfastes dans d'autres tissus tels que les os ou les ovaires. Et enfin, le fulvestrant, dont je vous avais parlé un petit peu plus tard, est une molécule qui, elle, va provoquer l'élimination du récepteur tout en inhibant aussi sa signalisation, donc son activité, et ce, dans tout l'organisme, qui paraît finalement plus intéressant. Vous allez me dire, mais pourquoi tu nous as montré un peu plus tôt que le tamoxifène était utilisé préférentiellement en premier par rapport au fulvestrant ? Là où je mets la diapo. Et finalement, le tamoxifène est une molécule qui a été introduite en premier et approuvée par la FDA en premier, et tant qu'un autre traitement ne montre pas des effets meilleurs, en tout cas similaires au tamoxifène sans avoir trop d'effets secondaires, on ne peut pas introduire une nouvelle thérapie comme standard, ce qui est le cas du fulvestrant qui a un peu trop d'effets secondaires et n'est pas aussi stable que le tamoxifène chez les patientes. Mais le fulvestrant est quand même redoutable parce qu'il agit dans tout l'organisme. Je vais vous décrire un petit peu son mécanisme. Lui, il va permettre, donc, comme j'ai dit plus tôt, d'inactiver le récepteur et de permettre sa dégradation par le biais de deux messagers différents. Alors, vous allez voir, nous avons l'UBI pour l'ubiquitin qui permet la dégradation et la SUMO pour la sumolation qui permet d'inactiver le récepteur. Vous l'avez compris ? Le jeu de mots est donc bien là. SUMO n'est pas pour
sumotori, mais pour Small Ubiquitin-like Modifier. Je vous ai bien eu. Et donc finalement, c'était peut-être un peu scientifique, mais pour résumer le propos, la sumo, dans le contexte du cancer du sein ER positif et en présence de la molécule fulvestrant, permet de mettre KO le cancer du sein ER positif. J'aime beaucoup cette image. Et donc ceci m'amène à mon hypothèse. Vous avez compris que le fulvestrant avait un mécanisme redoutable mais n'est pas très efficace en clinique. Alors ça m'amène à la question, peut-on inactiver le récepteur des oestrogènes par la sumo dans le contexte du cancer du sein, ou en gros, est-ce qu'on peut trouver une alternative au fulvestrant pour permettre d'inactiver le récepteur par la sumo? Pour vous décrire un peu mon approche, je vais vous expliquer un truc un peu scientifique. Donc là, qui est la cascade de simulation, c'est un mécanisme qui permet, pour illustrer ça, à la sumo d'arriver directement à sa zone de combat, à son adversaire. Et donc, comme un sumo se réveillerait le matin, il y a 3 unités importantes qui permettent à la sumo d'arriver vers sa cible. On a tout d'abord le 1 sumo activase, ou plus communément connu, le réveil, qui va permettre à la sumo de se réveiller le matin pour aller travailler. Ensuite, pour arriver jusqu'à son complexe, en tout cas son complexe d'attaque, il va devoir utiliser un petit van, comme on voit ici, ou une E2 sumo conjugase. E2 sumo conjugase, c'est ça. Et finalement, pour arriver vers sa cible, vers le tatami, une fois arrivé au gymnase, il va devoir utiliser un guide, qui ici est nommé E3 sumo ligase. Et donc, une fois mené jusqu'au tatami, jusqu'à la cible, il va pouvoir aller attaquer son adversaire, donc le récepteur des oestrogènes, seul, ou à plusieurs, parce qu'il a toujours des copains, et mettre finalement, comme je l'ai montré plus tôt, KO, le cancer du sein ER positif. Et donc notre approche pour permettre de répliquer cette simulation, provoquer cette simulation autrement que par le fulvestrant, nous allons chercher à provoquer une liaison ou un rapprochement direct entre un des guides, qui existe au numéro de 20 chez les humains, et la zone de combat, qui est ici le récepteur des oestrogènes, par un lien direct. Ça a l'air un peu tiré par les cheveux. Mais pour vous montrer que je vous niaise pas, évidemment, voici ce que je présente ici avec vous aujourd'hui, avec les petits émoticônes sympas, et le modèle qu'on appelle donc d'étude Sumotac en congrès scientifique, où justement vous allez voir ici que le guide utilisé dans ma recherche est la protéine PIAS1, dont je vais vous reparler un petit peu plus tard. Donc, je vous ai montré 2 protéines fusionnées ensemble, rapprochées. Comment qu'on fait? Comment ça se passe dans la cellule? Eh bien, comme avaient introduit des collègues un petit peu plus tôt à plusieurs occasions, et on a besoin d'ADN pour que les cellules comprennent quelles protéines elles doivent former. Et donc, dans les cellules, normalement, c'est ce qui se passe. L'ADN est déjà présent et en forme avec ce qu'on connaît. Mais quand on veut créer des molécules artificielles, on va vouloir justement créer de l'ADN artificiel pour permettre aux cellules que nous allons vouloir utiliser de comprendre ce qu'on veut faire et de comprendre comment faire la protéine. Donc on va créer des plans ADN pour nos petites chimères ou nos protéines de fusion que l'on va intégrer dans nos cellules cancéreuses qui vont les comprendre comme il faut pour créer nos protéines chimères ou nos protéines de fusion. Et finalement, une fois que nos protéines seront exprimées et présentes dans nos cellules, on va essayer de voir si les sumos arrivent bien à arriver là où il faut et si la présence des sumos permet réellement d'inactiver le récepteur et de rendre KO comme on l'espère à l'origine. Donc, je vais tout ça bien simplifier, mais évidemment, ça me faisait plaisir de vous montrer un petit peu comment ça se passe en réel en laboratoire. Donc, je vous présente un petit plan ADN qui a l'air très sympa et très facile à comprendre. Avec ici, pour vous illustrer un petit peu, la séquence pour le récepteur de l'œstrogène en rouge et la séquence pour le guide PIAS, ici, juste là, en bleu. Évidemment, parce qu'on s'occupe de nos cellules dans un environnement stérile, parce que c'est du cancer quand même, il ne faut pas rigoler, on s'en occupe dans un environnement stérile et on les regarde aussi au microscope pour vérifier qu'elles vont bien. Et donc, je vous ai décrit ma méthodologie. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que ça donne? On a évidemment notre petite chimère, qu'on a sous une conformation et sous une autre, parce que quand on forme des ADN un peu artificiels, des protéines artificielles, on ne sait jamais comment l'alliance va se passer. Donc, on préfère tester une version puis une autre pour vérifier que le modèle ne pose pas problème à notre modèle d'étude. Et donc, grâce à ces petites chimères-là, on a pu obtenir les plans ADN. On a réussi à obtenir nos petits plans ADN que je vous ai montré plus tôt. On a pu vérifier qu'elles pouvaient s'exprimer dans nos cellules. Et finalement, on a réussi à voir, et bien heureusement, qu'elles sont présence de SUMO et qu'elles sont totalement inactives grâce à nos modèles d'études, à nos expériences. C'est super. Ça, c'est ce que j'ai actuellement, mais évidemment, on ne va pas juste en rester là. Qu'est-ce qui manque comme information? Qu'est-ce qui reste à faire? Donc, on a des perspectives intéressantes. Il manque des détails à cette histoire pour en faire une histoire complète.
Donc, nous allons pouvoir déterminer réellement si les sumos ont compris ce qu'on leur avait demandé de faire et savoir si elles pouvaient aller viser directement la zone à cibler, donc le récepteur des oestrogènes, ou savoir si les sumos vont aller attaquer le guide, parce que c'est une protéine bizarre quand même. Et ensuite, je vous avais dit plutôt qu'il existait une vingtaine de guides différents, donc on va essayer de voir si le guide que nous avons utilisé est le meilleur pour notre cas, aussi d'autres que nous n'avons pas screenés, par exemple, pour l'instant, pourraient être utiles pour ce modèle d'étude. Et finalement, d'autres protéines cancérigènes, des protéines qui mènent le cancer, peuvent aussi être utilisées ou réutilisées pour apporter de la simulation proche. Donc on peut essayer de voir si l'utilisation de ce modèle dans d'autres protéines renseignées comme étant sumoylées pour le cancer peuvent être réutilisées pour ce modèle-là. Et parce qu'on n'est pas là pour vous injecter de l'ADN mutant, on va essayer de créer une molécule artificielle comme un petit traitement avec une fonction un peu bivalente qui va servir finalement de pont ici. Il fait ça de pont ici pour permettre de rapprocher dans la cellule naturellement, de rapprocher le guide qui nous intéresse vers la protéine à sumoyer ou la protéine à inactiver dans le cadre du cancer. Donc, je voulais vous remercier évidemment de votre écoute. Je vais vous montrer un petit peu des images qui se passent en laboratoire, voir des ratés et des réussis. Parce que comme Anne-Sophie l'a montré, la science n'est pas que des réussites. Mais on rebondit toujours. Et je voulais remercier évidemment les subventions qui nous ont permis d'être là aujourd'hui. Et comme a dit le sumotori très connu Chiyomaru, make sumo not war. Merci Anaïs pour ta présentation. Donc pour la dernière fois de la soirée, on va accueillir les questions ici au micro pour environ 5 minutes. Allô? Allô? Je me demandais, la protéine sumo, dans le fond, elle vient d'où? Est-ce qu'elle est endogène, modifiée après, ou est-ce que c'est complètement... Est-ce que tu peux juste répéter? Désolé, je n'ai pas entendu. Oui, dans le fond, la protéine sumo, Oui. elle est endogène. Elle vient d'où un peu? C'est comment que vous avez comme... Vous êtes parti d'où un peu avec cette protéine-là? C'est la protéine sumo. Il y a plusieurs protéines sumo, plusieurs isoformes qui vont de 1 à 5, mais c'est des protéines qui sont présentes déjà dans la cellule. C'est une protéine, mais qui sert plus ce qu'on appelle de modification post-traductionnelle. C'est un petit peu comme un ajout qu'on ajoute à des protéines, plus pour comme dire ce qu'elle va faire, ce qu'elle va faire plus tard. Donc c'est quelque chose qui est déjà endogène et qui est présent. Il y a plein d'autres modifications qui existent dans le monde, donc c'est un peu comme des boules de Noël, comme on dit. On orne les protéines qui existent pour voir quelle va être leur prochaine fonction ou leur prochaine activité. OK. Alors, normalement, elle est là, mais elle fait de la régulation traductionnelle. Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. Okay. Elle est régulée comme ça. Puis vous en êtes un peu servi un peu comme ça aurait été le cas avec CRISPR, mettons. Oula. Hein? Vous s'en servir comme outil de biologie moléculaire, dans le fond. C'est ça, finalement. Et on va réutiliser la simulation pour détruire les protéines ou inactiver les protéines qui nous intéressent. OK. Merci beaucoup. De rien. Personne n'a compris la sumo. Oh, et la mine. Non, mais je compatis parce qu'on ne m'a pas posé de questions la dernière fois que j'ai fait mon CPP, donc... Merci. Non, mais comment vous comptez cibler le cancer avec le Sumotac? Le cancer spécifiquement? Exactement, parce que quand vous allez donner le Sumotac, j'imagine que vous allez cibler toutes les cellules. Dans notre cas, ce sera toutes les cellules qui expriment le récepteur des oestrogènes. Exactement. Donc, est-ce qu'on peut cibler directement avec le Sumotac? Ouais. Avec l'approche qu'on a, je pense pas, mais comme par exemple le tamoxifène cible toutes les cellules qui expriment le récepteur des oestrogènes, c'est un peu cette approche-là qui va être prise, je pense. D'accord, ok. Merci. Merci beaucoup. C'est pas fini. Dans le fond, je voulais te demander si, à la fin de tes recherches, si jamais ça se passe exactement comme tu veux, est-ce que ton traitement, il est fait pour remplacer celui qui est actuellement fait, le traitement conventionnel, ou c'est juste pour s'adapter à différents patients, ou à différents types de cancer du sein,
Ou quelle est la finalité finalement ? Si notre prof de concept arrive au bout de sa réalisation et que la molécule Sumotac arrive à naître, finalement, il faudrait faire des essais pour voir quelle est son efficacité réelle, parce qu'il y a toujours une différence entre les cellules, et l'humain et les souris, etc. Mais si on arrive à aller jusqu'au bout, l'intérêt, ce serait finalement de l'utiliser peut-être en première ligne, mais on n'est vraiment pas là. Il y a un traitement déjà qui marche très bien, mais ça peut être aussi, comme je l'ai montré plus tôt, une alternative à des traitements qui existent déjà, parce qu'on doit essayer d'attaquer le cancer sous tous les angles qu'on peut. C'est une maladie qui évolue beaucoup, qui évolue très vite, donc on doit essayer de l'attaquer comme on peut avec les outils qu'on a. C'est pour ça qu'il n'y a pas une thérapie contre le cancer. Il y en a pour tous les cancers et tous les sous-types de cancer. C'est pas une maladie. Est-ce que c'est parce que ce serait plus efficace ou ce serait moins lourd pour le patient ? C'est à tester. On ne peut pas prédire là tout de suite les effets secondaires que des traitements hypothétiques ont là tout de suite. On ne peut pas prévoir. On connaît notre corps, mais pas à un point de tout prédire. Okay. Je te remercie. Faites du bruit pour Anaïs!